Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la loi d'attraction. Une théorie très incomplète. C'est quoi la loi d'attraction? Pourquoi ça marche pour certains, mais ça marche pas pour d'autres? Puis pourtant, tout le monde dit que ça marche tout le temps pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui excellent avec leur loi d'attraction, puis il y en a d'autres qui arrivent juste pas à comprendre pourquoi tout ce qui leur arrive? Ben, personnellement, je crois que la loi d'attraction est très incomplète comme théorie. Elle a beaucoup de trous, et la façon dont les gens l'enseignent, ce concept cartésien-là d'enseigner quelque chose de spirituel, est très limitatif, je dirais. En ésotérisme, en magie, on n'apprend pas la loi d'attraction comme étant une loi d'attraction. Ce qu'on apprend, nous, c'est les lois de l'univers. La première fois que j'ai entendu parler de la loi d'attraction, ça a tellement piqué ma curiosité. J'ai tout fait pour mettre la main sur ce fameux livre-là. Mais je l'ai trouvé très décevant quand j'ai fini par voir qu'est-ce que c'était. Parce que la loi d'attraction, c'est, first off, un très mauvais terme. On devrait appeler ça la loi de création. Et c'est très limité comme enseignement. Ça ne dit pas toute la vérité non plus. À cause que c'est limité, il manque beaucoup de vérité. Donc, il y a bien des aspects de la loi d'attraction qui sont en réalité faux. En ésotérisme, par exemple, ce qu'on nous enseigne, ce sont les lois universelles. On n'appelle pas ça la loi d'attraction, on appelle ça les lois universelles. On a tous nos façons à nous de le transmettre, l'information et de transmettre la tradition, mais la façon la plus populaire d'enseigner les lois de l'univers, c'est en enseignant la loi de l'analogie, la loi de l'empreinte et la loi de la récolte ou la loi du retour. Récolte et retour étant la même loi. Ça dépend des gens, ils appellent ça la loi du retour, il y en a d'autres qui appellent ça la loi de la récolte. Moi, je préfère le thème récolte, je vais vous l'expliquer plus tard dans la vidéo. On va commencer par le premier terme, la loi de l'analogie. Avant d'aller plus loin dans cette explication-là, je vais vous parler de science quantique un peu. En science quantique, avec l'expérience des deux fentes et plusieurs autres qui ont été développées depuis, on a réussi à prouver que les atomes et les particules ne réagissent pas tant ou longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un pour l'observer. Quand il n'y a personne pour l'observer, les atomes et particules sont tout. Mais lorsque quelqu'un décide d'observer, elles prennent la forme que la personne qui allait observer a pensé a imaginé que c'était pour être. Et ça, c'est de la science, c'est prouvé. Je ne vous parle pas d'ésotérisme, je vous parle de science quantique, des choses qui sont prouvées. Allez sur Google, il y a plein de vidéos à propos de l'expérience des deux fentes. Les atomes choisissent d'être toutes jusqu'à temps que quelqu'un décide de les observer avec une idée préconçue de ce qu'elles doivent être. Parce que je suis sûre et certaine que si on referait l'expérience des deux fentes, en se disant qu'on va obtenir un résultat différent et qu'on focus notre idée sur un autre résultat potentiel, ben on réussirait à créer un troisième résultat, un quatrième, un 20e, un 30e. La raison pour laquelle il y a deux résultats, c'est parce que ce sont les deux seules idées à avoir été imaginées comme résultats possibles. La loi de l'analogie fait référence à ça. Bon, maintenant, on sait tous que quand on rêve, notre subconscient il est capable de créer la réalité et de la subir de façon simultanée. Tout ce qu'on voit dans nos rêves, quand on rêve la nuit, c'est toutes nous autres qui l'inventent. Il n'y a pas personne d'autre qui est connecté avec notre cerveau pour venir downloader de l'information et créer la réalité qu'on rêve.
c'est toute nous qui la créons. La réalité physique dans laquelle on existe est identique à ce concept-là, elle aussi. On crée et subit notre existence de façon simultanée. Et c'est ça que la loi de l'analogie enseigne. La loi d'analogie enseigne que ce que tu crois à l'intérieur de toi, tu vas le créer à l'extérieur de toi. Tout ce que tu crois et tout ce qui te fait peur aussi. Toutes les émotions les plus présentes à l'intérieur de toi sont reçues par l'univers et l'univers te répond oui à chaque fois et reproduit exactement ce que tu lui as envoyé de créer. C'est pour ça que des fois, il y a du monde dans leur vie, il leur arrive toujours la même chose. Ils ont beau essayer de changer leur comportement, changer leur façon d'agir, changer tout. Mais tant son temps qu'ils ne changeront pas la croyance qui matérialise cette chose-là dans leur vie, ça va continuer à se produire, ça va continuer à revenir constamment de façon incessante. Ça a tout rapport avec qu'est-ce qu'on croit à propos de nous. Dans une de mes vidéos, je vous ai parlé du libre arbitre, où est-ce que je vous explique que l'univers, c'est impossible d'enfreindre notre libre arbitre. Mais la loi de l'analogie, elle rentre dans cette condition-là, elle aussi. C'est impossible de contrôler la vie de quelqu'un d'autre. La seule personne qui a du contrôle sur vos vies, c'est vous. Quand il y a des choses qu'on ne veut pas dans notre vie, il faut rentrer à l'intérieur. Aller figurer c'est quoi nos croyances ou nos peurs qui font en sorte que ces choses-là se perpétuent dans notre vie. Si on simplifie ça, là, vraiment dans le simple du simple, la loi de l'analogie, c'est la loi du miroir. Ta vie est un miroir. Quand tu regardes dans le miroir, ce que tu vois, c'est toi. Mais quand tu regardes ta vie, ce que tu vois, c'est toutes tes croyances et tes peurs. Et là, je nous apporte dans la deuxième loi, la loi de l'empreinte. La loi de l'empreinte est très connectée à la loi de l'analogie, mais aussi à la loi de la récolte. Elle est un peu entre les deux, puis c'est, je dirais, ce qui connecte les deux ensemble d'une certaine façon. Mais on est venu ici pour vivre une co-création. On n'est pas venu ici pour être seul, on est venu ici pour vivre ensemble en co-créant. Et c'est à ça que la loi de l'empreinte fait référence. Parce que, en étant ici pour co-créer, tout ce qu'on donne à l'univers, on le donne techniquement à quelqu'un d'autre. En plus de le donner à l'univers. Je vais vous donner un exemple très simple. Tu t'en vas au dépanneur, tu es en train d'attendre en ligne, puis la personne devant toi est très colérique, est désagréable avec le commis. Puis quand il finit sa commande, en sortant, il te bouscule sur l'épaule. Et tout à coup, tu te sens de mauvaise humeur et ça l'affecte le reste de ta journée. Et ensuite, tous les gens avec qui toi tu rentres en contact finissent par devenir de mauvaise humeur eux aussi. L'effet contraire est aussi très vrai. Tu te sens triste, tu t'en vas quelque part voir une amie, que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur et jovial. Puis quand tu quittes sa maison, tu te sens de bonne humeur, tu te sens jovial et par la suite, tous les gens que tu rencontres finissent par se sentir mieux et jovial après t'avoir croisé. La loi d'empreinte, c'est, je dirais, ce qui nous connecte un avec l'autre. C'est notre connexion les uns avec les autres. C'est pour ça que c'est important de la prendre en considération. La loi de l'empreinte va déterminer quel genre d'empreinte que tu vas laisser derrière toi quand tu vas avoir fini ta vie, mais aussi le genre de relation que tu vas entretenir tout au long de ta vie. Si tout ce que tu laisses derrière toi, c'est des empreintes négatives, tu vas te retrouver à vivre une vie pas mal isolée. Si tout ce que tu laisses derrière toi, c'est des empreintes de victime, ben, tu vas attirer des situations désagréables dans ta vie. Mais si tout ce que tu laisses derrière toi, c'est des empreintes d'amour, de tolérance, de gentillesse,
Mais ce que tu vas récolter dans ta vie, c'est des relations durables, des relations positives, des relations agréables. Les empreintes qu'on laisse sur les gens créent nos relations avec eux. Ça crée notre unité ou notre séparation. La loi de l'empreinte, c'est la loi de l'interaction entre tout le monde puis tout le monde. Et là, on va en venir à la loi de la récolte. Ça, je pense que vous l'avez compris juste par le titre, mais je vais quand même prendre la peine de l'expliquer pour que vous soyez exactement sur la même longueur d'onde que moi par rapport à cette définition-là. C'est pour ça que j'aime pas l'appeler la loi du retour. Moi, j'aime l'appeler la loi de la récolte parce que il y a deux façons de récolter dans la vie. Tu peux ensemencer n'importe quoi, puis tu vas récolter n'importe quoi. Ou tu peux laisser la vie ensemencer pour toi, puis te promener dans un champ de n'importe quoi. Comme que tu peux prendre le temps de labourer ta terre. Tu peux prendre le temps de l'aimer, d'ensemencer chaque graine comme il se doit, d'en prendre soin tout le temps que ça pousse, de leur donner de l'amour, de l'attention, de les aider quand ils sont malades, de les redresser, d'enlever les mauvaises herbes qui les empêchent de bien pousser, pour finir par avoir une vraie récolte. Mais la vie, ça fonctionne comme ça. Quand tu veux quelque chose de la vie, tu donnes de l'énergie à l'univers, il faut que tu prennes le temps de l'organiser, cette énergie-là. Si tout ce que tu fais, c'est donner des énergies, puis des énergies, puis des énergies, puis des énergies, mais que tu ne prends jamais la peine de structurer ce que tu donnes à l'univers, bien, ta vie va être chaotique et très difficile. Mais si tu prends la peine de structurer tes émotions, de structurer tes choses, mais la vie, elle va te donner ce que tu veux. J'ai lu beaucoup de livres sur les millionnaires. Comment ils font pour être millionnaires, comment est la mentalité d'un millionnaire, parce que je trouve ça intéressant. Vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez à propos de l'argent, c'est pas tous les millionnaires qui sont des mauvaises personnes. Il y en a qui sont d'excellentes personnes, qui ne vivent pas dans le luxe et qui utilisent leur argent pour apporter du bien dans le monde. C'est plutôt ces millionnaires-là que j'ai été étudier, que je trouvais intéressant. Ils ont tous un gros point en commun. Ils prennent la peine de structurer leurs pensées. Je sais que ça va paraître étrange mis comme ça, mais ils ont tous une routine quelconque, adaptée à leurs besoins à eux, où ils prennent la peine de structurer leurs pensées. La meilleure routine que j'ai trouvée, c'est celui qui prend la peine de faire le matin quand il se lève, il prend la peine de faire son horaire pour la journée. Et à tous les dimanches, il prenait la peine de faire son horaire pour la semaine. Il ne se faisait pas un gros horaire surchargé, puis avec plein de choses à faire, qu'il n'y a pas de temps libre. Non. S'il avait un rendez-vous chez le dentiste, un rendez-vous avec 3 collègues, ben, il prenait la peine de le mettre sur son calendrier. Et le matin, quand il se levait, il prenait la peine de faire sa routine pour la journée. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'aujourd'hui soit fait? Il le mettait sur sa petite liste et il faisait sûr de le faire. Et cette personne-là, en structurant ses pensées comme ça, en donnant une structure à sa vie tout le temps, mais récolte des choses qu'il veut avoir. Il y en a d'autres qui prennent la peine d'écrire leurs objectifs. Objectifs à court terme, objectifs à long terme. Là, ils l'affichent en quelque part. Là, tous les jours, ils voient cette chose-là. Donc, à tous les jours, quand leur regard croise leur objectif, leur pensée se structure dans cette direction-là. Donc, à toutes les fois qu'ils voient leur liste d'objectifs, ils envoient à l'univers une idée structurée de ce qu'ils veulent créer dans leur vie. Ça marche pour tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être par rapport à l'argent. Si tu rêves d'être un chanteur, mets tes objectifs à long terme, tes objectifs à court terme, puis affiche-les sur le mur. Parce que en plus de structurer nos pensées, ça nous rappelle que c'est ça qu'on a besoin de faire. Ça nous ramène à l'ordre et ça fait en sorte qu'on organise nos actions
en accord avec nos pensées. Puis c'est ça le plus important à comprendre dans la loi de la récolte. C'est que oui, tu ensemences des pensées. Mais si tu ne prends pas soin de cette pensée-là et que tu ne fais pas les actions nécessaires, ça poussera peut-être pas. Ou si ça pousse, ça va être rempli de mauvaises herbes autour, puis tu n'auras pas une belle récolte. Tu n'auras peut-être même pas de récolte. Tu vas peut-être voir la plante pousser, puis il n'y aura aucun fruit qui va sortir parce qu'elle n'aura pas eu les nutriments dont elle avait besoin dans le sol parce que les mauvaises herbes l'ont toutes pris pour elle. Je sais que c'est une métaphore là, que je vous donne là, mais la vie fonctionne réellement comme ça. L'univers que vous percevez autour de vous, la réalité à laquelle vous croyez, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. La majorité des gens qui réussissent dans la vie ont compris ça. Ils ont compris que la réalité, telle qu'enseignée quand on est enfant, elle ne fait pas de sens, puis que nos pensées créent réellement ces choses-là. Bon, maintenant que j'ai expliqué la base des 3 lois universelles, comment on fait pour contrôler ça? Comment on fait pour avoir exactement ce qu'on veut? Mais il faut accepter la chose la plus importante qu'il n'y a pas à accepter. Je suis responsable de tout ce que je subis et matérialise dans ma vie. Donc, vous êtes responsable de tout ce que vous subissez et matérialisez dans votre vie aussi. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter pour pouvoir avoir le contrôle de notre loi d'attraction. Si on n'est pas capable d'accepter que c'est nous qui avons créé ces choses-là, on ne peut pas les changer. Dans la vie, soit que tu acceptes la totalité de la responsabilité de ta vie, soit que tu la donnes aux autres. Mais tu ne peux pas être dans le milieu. Tu ne peux pas dire que c'est la faute des autres quand ça va mal, que c'est grâce à toi quand ça va bien. C'est tout de ta faute et grâce à toi, ou c'est toute de la faute des autres et grâce aux autres. Soit que tu as le contrôle, soit que tu ne l'as pas. En passant, quand je parle de positif, négatif, positif, ça veut dire que tu trouves ça agréable, que c'est voulu dans ta vie. Négatif, ça veut dire que tu n'aimes pas ça, puis tu ne voulais pas ces choses-là dans ta vie. Parce que ce qui est négatif pour une personne pourrait être positif pour un autre. Donc, dans le concept de négatif, je veux dire que tu ne le veux pas. Donc, comment faire pour avoir le contrôle de la loi d'attraction, ou plutôt de la loi de l'analogie, de l'empreinte et de la récolte? La première étape, c'est de figurer qui vous êtes à l'intérieur. Analogie. Qui suis-je? De quoi ai-je peur? Est la chose la plus importante à figurer. Parce que nos peurs cachées à l'intérieur de nous, c'est un taux vibratoire qui est envoyé à l'univers et l'univers répond oui. Toujours oui. L'analogie, c'est un miroir. C'est donc très important de figurer c'est quoi nos peurs et d'où elles viennent ces peurs-là. Et ensuite, il faut les surmonter. Je sais que c'est pas facile. J'ai déjà fait de l'anxiété très sévère. Après un choc post-traumatique, j'ai développé un PTSD. Ça m'a pris une couple d'années à en guérir et c'était très difficile de faire de l'anxiété. Surtout pour quelqu'un qui connaît et comprend les lois de l'univers comme que je les comprends, c'était très terrifiant de faire de l'anxiété. Ce qui a fonctionné, c'est de les confronter, ces peurs-là. Mon choc post-traumatique m'a fait développer de l'anxiété. J'avais l'anxiété la plus sévère qu'il n'y a pas, la celle qui fait que tu as peur de sortir de chez toi. J'avais peur de sortir de la maison. Ça pouvait me prendre jusqu'à 2 jours réussir à me motiver à aller au dépanneur. Tellement j'avais de la difficulté à sortir de chez moi. Et je courais du dépanneur jusque chez nous pour en revenir après quand j'avais fini. J'avais hâte de rentrer. Pour surmonter ces peurs-là, je suis littéralement allée au bar avec mon frère. Mais après ça, quand je suis revenue, je suis allée chez moi, me regarder dans le miroir, puis je suis allée m'expliquer pourquoi que j'avais peur pour rien, puis à quel point que c'était ridicule d'avoir peur. Puis moi, c'est comme ça que j'ai surmonté mon anxiété. Puis je peux carrément dire que j'en fais plus d'anxiété. J'ai guéri de ça. Mais, first off, l'anxiété, c'est pas une maladie. Donc, je peux pas avoir guéri de l'anxiété. C'est plutôt, je dirais plutôt que c'est un trouble de pensée.
que j'ai réussi à réorganiser. Parce que l'anxiété, c'est tout dans notre tête. Mais malheureusement, ce qui est dans notre tête, ça crée notre réalité. Donc, comment faire pour contrôler ta loi d'attraction? Surmonte tes peurs. Il y a juste un remède pour l'anxiété. Ça s'appelle le courage. Si tu as le courage de surmonter tes peurs, tu vas guérir de ton anxiété. Puis je tiens à préciser que dans le groupe que j'étais, je suis la seule à avoir guéri. Toutes les autres personnes qui étaient dans ce groupe-là font encore de l'anxiété, sauf moi. Et je pouvais voir la différence entre mon progrès et le progrès des autres. Que les autres qui avançaient pas en suivant ces techniques-là, tandis que moi, oui. Et quand je disais que j'avais fait ces choses-là, les spécialistes me regardaient tout bouleversés en me disant que c'était pas bon pour moi d'aller aussi fort que ça, mais pourtant, je suis la seule à avoir guéri. Surmonter ses peurs, c'est la première étape. C'est pas mal plus facile que qu'est-ce que vous pensez. La deuxième étape, c'est d'apprendre à vous connaître vous-même, de passer du temps avec vous. Apprendre à se connaître. C'est la prochaine étape. Surmonter ses peurs, apprendre à se connaître. C'est quoi vos espoirs? C'est quoi vos rêves? C'est quoi les choses que vous espérez vraiment avoir dans la vie? Et apprendre à se connaître, c'est vraiment important. Premièrement, parce que si on ne sait pas qui on est, on n'a aucune idée de ce qu'on va attirer dans notre loi d'analogie. Mais en plus de ça, on n'a aucune idée de l'empreinte qu'on laisse derrière nous, de l'empreinte et l'impact qu'on a sur les gens dans notre vie. On n'a donc aucune idée de la qualité et de la valeur des relations qu'on entretient. Puis entretenir des relations toxiques, c'est pas bon. Pour personne. Si vous n'apprenez pas à vous connaître vous-même, si vous n'êtes pas capable d'apprendre à vous aimer vous-même, vous ne pouvez pas vous attendre à attirer qui que ce soit qui va être capable de le faire. La loi d'attraction, c'est comme le libre arbitre. Il faut faire un effort. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se contrôler. Sinon, c'est les autres qui vont le contrôler pour vous. La majorité des gens attendent un sauveur. Mais je ne veux pas péter votre bulle, mais il n'y en a pas de sauveur. Le sauveur, c'est toi. Si tu ne te sauves pas toi-même, il n'y a pas personne qui va le faire. Il y a un proverbe par rapport à ça. C'est le proverbe que j'ai eu le plus de misère à accepter dans ma vie, que c'était vrai. Tu peux emmener un cheval à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Ben, vous êtes tous des chevaux. On vous a tous emmenés à l'abreuvoir. Mais si vous ne prenez pas la peine de boire par vous-même, vous allez crever de soif. Vous êtes déjà devant l'abreuvoir. Il n'y a pas personne qui a besoin de vous guider, là. Vous êtes déjà là. La seule chose que vous avez à faire, c'est regarder le reflet qui est vous et l'accepter que ça, c'est vous, puis prendre une bonne grosse gorgée. Il n'y a pas personne qui peut sauver personne. Ça, je pense qu'on a tous eu l'expérience, au moins une fois dans notre vie, de quelqu'un qu'on pouvait l'aider, la personne. Mais cette personne-là ne voulait rien savoir de notre aide. Je dirais que c'est ça, le plus gros bloc dans la vie de tout le monde. C'est que tout le monde attend que quelqu'un vienne le sauver. Mais il n'y a pas personne qui prend son pouvoir en main, puis il n'y a pas personne qui prend la peine de se sauver eux autres mêmes. Je vais vous donner un exercice à faire. Pour ceux qui veulent prendre le pouvoir de leur vie. Vraiment, là. Je vais vous donner un exercice. C'est l'exercice le plus simple qu'il n'y a pas, mais c'est aussi un des exercices les plus difficiles qu'il n'y a pas à faire. Prenez un timer. C'est vraiment important d'utiliser un timer. À tous les jours. Pour 15 minutes. Une fois par jour. Vous vous asseyez dans le noir. Il faut qu'il fasse noir. C'est bien important qu'il fasse noir avec une chandelle. Restez assis 15 minutes. Les yeux fermés. Et écoutez ce que votre tête a à vous dire.
Écoutez les pensées dans votre tête. That's it. Pas de technique de respiration, pas de technique de méditation, rien. Faites juste écouter ce que votre tête a à vous dire. Donnez-vous la chance d'apprendre à vous connaître en acceptant tout simplement ce qui va venir à vous. Il va y avoir du négatif et du positif qui va sortir. Des fois, il y a des pensées qui peuvent être assez perturbantes, merci. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a une différence entre une pensée et une action. C'est pas parce que vous avez un jour eu une pensée négative, perturbante à propos de quelque chose que vous êtes perturbé. Non, c'est juste une pensée. Relâchez-la. Et écoutez la prochaine idée. Et la prochaine. Pendant 15 minutes, à tous les soirs, à tous les jours, à tous les matins. Peu importe l'heure que vous choisissez pour le faire, tant son temps que vous arrivez à être dans l'obscurité. En silence, pour 15 minutes, les yeux fermés. Si c'est impossible d'être dans l'obscurité, maintenant l'affaire pour dormir pendant la nuit sur les yeux pour créer une impression d'obscurité visuelle, ça fonctionne ça aussi. L'objectif de cet exercice-là, c'est de simplement apprendre à vous connaître. C'est tout. 15 minutes par jour. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. À partir de là, après un certain temps, vous allez remarquer des différences dans vos pensées entre la première journée que vous allez l'avoir fait et la 30e journée. Puis c'est pas un exercice que tu fais pendant un certain nombre de temps, puis après ça, tu arrêtes, puis ça va rester. Non, 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 non. C'est un exercice qu'il faut faire tout le long de sa vie. 15 minutes par jour pour faire le ménage dans notre tête, puis s'assurer que les énergies, les pensées, les émotions qu'on envoie à l'univers sont vraiment ce qu'on veut récolter. C'est pas beaucoup d'efforts. Mais comme j'ai dit dans la loi de la récolte, si vous ne prenez pas la peine de faire le ménage de votre jardin, mais vous allez récolter des mauvaises herbes, n'importe quoi. Puis du poison ivy, c'est pas le fun dans un jardin. Voilà, c'est ce qui complète mon vidéo d'aujourd'hui. Et souviens-toi, utilise toujours ton discernement et écoute ton cœur. Il en sait pas mal plus que ton ego. Tu aimes cette vidéo? Merci de liker, partager, commenter et surtout de t'abonner.